Pierre, sois le bienvenu dans la troupe. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec toi aujourd'hui, on va parler mise en scène, parce que tu as de l'expérience dans ce domaine-là, dans le théâtre musical, mais aussi à l'opéra, si j'ai bien compris. Ouais, Et on va surtout parler du festival RIT, donc, dont tu as l'initiative. Ce sera la deuxième édition cette année, si je me souviens ouais, bien. tout à fait. Pour commencer tout de suite, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu cette idée du festival RIT et surtout qu'est-ce que c'est? Alors RIT, c'est, les rencontres indépendantes du théâtre émergent. Donc c'est un festival qu'on a créé l'année dernière avec Augustin, qui est l'administrateur de ma compagnie et qui en fait, initialement, n'est pas conçu comme un festival. En fait, c'est une initiative qu'on a eue pour répondre à un besoin très concret qu'on avait, et dont on s'est rendu compte qu'elle concernait, toutes les compagnies de notre âge. Qui est qu'en fait, on avait du mal, une fois qu'on avait un objet ou une forme à diffuser, qu'on manquait d'outils, et de réseaux pour, faire venir des professionnels susceptibles d'acheter ou de diffuser les créations. Et en fait, on a monté ces journées-là pour réunir autour de nous, on en parlera plus en détail, sans doute tout à l'heure, Tout mais à fait. pour réunir autour de nous, d'autres compagnies qui étaient dans le même cas que nous, qui avaient des difficultés, à diffuser leurs créations et à passer par le biais de la mutualisation Mmh. pour, pour faire ensemble cette partie du processus qui est très difficile à faire, chacun dans son coin quand on n'a pas encore les réseaux, Très bien. Donc vous étiez une compagnie qui avait un objet fini. Vous cherchiez à le diffuser, c'est ça? Ouais, Et vous vous êtes aperçu que ça allait être compliqué et que finalement c'était un écho qui était présent dans de nombreuses autres compagnies, donc vous vous êtes dit: «Il faut qu'on soit à l'initiative de quelque chose pour mettre en commun et de l'information ouais, et des outils». c'est ça. Mais en fait, on est parti de quelque chose de très empirique et très pragmatique. C'est-à-dire, en fait, très concrètement, on avait un objet, on avait un spectacle, et on avait fini de le monter, on avait loué un lieu pour faire une sortie de résidence et invité des professionnels qui puissent voir la forme, dans un état un peu final et voir s'ils étaient susceptibles de les diffuser chez eux. Et on a invité un peu la terre entière comme on fait toujours, et il y a un pro qui est venu et je le connaissais. Mais on a vraiment fait les choses bien, tu vois? On avait envoyé, heu, 500 ou 600 invitations à la main par la poste, où pour chaque personne, on avait écrit un mot personnalisé en plus de la plaquette du projet et cetera. Et on s'est rendu compte que du coup, même en faisant au mieux la méthode traditionnelle, elle ne fonctionnait pas. Donc en fait, on s'est juste dit très simplement: «Qu'est-ce qu'on peut faire?» Parce que manifestement, ça ne marche pas tel qu'on le fait. Quelles sont les autres méthodes? Hem et du coup, on s'est mis à réfléchir et effectivement, comme tu le disais, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'autres compagnies et de porteurs de projets, de notre cercle proche qui rencontraient les mêmes difficultés, hem et qui avaient en outre la même difficulté financière que nous, qui est que louer un lieu de sortie de résidence, c'est un investissement. Ce qui est normal quand on a un projet d'investir sans forcément espérer une retombée directe. Mais c'est quand même un coût et c'est-à-dire on n'a pas forcément beaucoup de trésorerie au début. Hem et du coup, on s'est dit: «Voilà, peut-être que si on se met à plusieurs compagnies qui ont un objet à diffuser, et qu'on loue un lieu ensemble, où on partage les frais de logistique, de location et cetera et qu'on met en commun aussi nos réseaux et qu'on fait venir les pros non pas pour notre compagnie, mais pour toutes les compagnies». Déjà, ça élargit, notre champ de professionnels susceptibles de venir assister aux représentations. Ça divise les coûts de location, ça crée une émulation aussi, entre les compagnies et pour les pros, ça leur évite, de se déplacer entre guillemets «pour rien». En tout cas, c'est comme ça, je pense qu'ils pensent. Ce qui fait qu'ils ne viennent pas, c'est qu'en fait, c'est des gens très sollicités, qui Mmh. sont sursollicités et qui n'ont pas encore les moyens, à ces étapes-là de dossier, de, faire la part des choses entre les dossiers qui les intéressent ou qui les intéressent pas et dans le doute, en fait, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que les diffuseurs, les professionnels, les programmateurs programment des gens qu'ils connaissent ou dont ils ont entendu parler, mais il y a extrêmement peu de chances qu'ils programment quelqu'un qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam via un dossier. C'est-à-dire qu'il y a une telle affluence, en fait, il y a tant d'options parmi lesquelles ils peuvent choisir, que lorsqu'il y a un choix à faire, ils vont peut-être, plus souvent, vers des projets dont ils ont au moins déjà
une idée de ce que ça pourrait donner Exactement. Ouais, par ouais, bouche à oreille ou alors parce qu'ils connaissent déjà la compagnie et exactement, cetera. Donc c'est très difficile pour une compagnie qui n'a pas encore de passif de tirer son épingle du jeu. exactement, exactement et du coup, la seule manière pour, ces gens-là de découvrir des compagnies qu'ils ne connaissent pas, c'est du coup d'accepter les invitations qui leur sont faites des sorties de résidence. Sauf que déjà, c'est contraignant pour eux parce que ça demande de se déplacer, de prendre 2 heures pour y aller et cetera. C'est souvent en banlieue parisienne ou dans des endroits difficiles d'accès et du coup, on s'est dit: «On leur propose de venir, et d'entre guillemets «de rentabiliser leur venue» puisqu'ils assistent non pas à une forme d'une demi heure qui va leur prendre une demi-journée, mais ils vont prendre une après-midi pour voir, 10 projets. Voilà et de fil en aiguille, cette idée-là, elle a germé et en fait, on en est arrivé à un festival, qui était du coup de réunir des jeunes compagnies qui ont un projet inédit à diffuser et qu'on fait jouer au même endroit, au même moment. Et je trouve que l'initiative que tu as avec RIT, c'est vraiment c'est exemplaire, en fait, tu vois? Parce que c'est essentiel pour des compagnies et que, ouais, sans ce genre d'organe-là, heu, bah, plus de gens auraient plus de difficultés. Donc je pense que tu réponds à une demande qui est très importante. Ben, oui, c'est sûr que ça répond à une demande et en fait, le côté exemplaire que tu dis, enfin, on se le dit aussi non pas dans le sens où on fait quelque chose qu'on considère, comme qui soit un exemple, mais c'est plus la démarche de dire: Ouais. «En fait, il ne tient qu'à nous de faire des choses», quoi. Mmh. Voilà et autour de ça, se sont greffées beaucoup d'autres choses parce qu'évidemment, il y en a déjà, il y en a plein d'autres des festivals de théâtre émergent. On s'est dit: «Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus?» Et pour continuer dans cette pensée qu'il fallait donner aux jeunes compagnies des outils, on s'est dit qu'on allait mettre en place tout un panel d'actions, qui puissent servir à la fois aux compagnies programmées et aussi à celles qui n'ont pas été programmées. Parce qu'évidemment, l'année dernière, on avait programmé 8 compagnies sur plus de 230 candidatures. Il y a évidemment plus de 8 compagnies dont l'objet mérite d'être diffusé, ça tombe sous le sens. Hem et donc on s'est dit: «Il faut que ces gens-là dont on ne peut pas présenter le projet pour des raisons pratiques, puissent quand même obtenir des outils». Parce que c'est pas juste qu'ils ne puissent pas en bénéficier et donc on a essayé d'imaginer ce qui est devenu en fait les journées de l'émergence à Paris, où pendant 3 jours, il y a un temps fort où tout l'écosystème du théâtre émergent peut se réunir. Il y a d'une partie les projets qu'on présente dans un cadre de diffusion classique d'un festival et des actions annexes comme des masterclass, des ateliers, des tables rondes où, les jeunes porteurs de projets, les jeunes membres de compagnies, éventuellement les gens qui sont en école, en fin d'école, peuvent venir, rencontrer des professionnels qu'on ne rencontre, rarement dans la vraie vie, sauf par moyen de mails interposés, d'avoir des ateliers thématiques et de pouvoir repartir avec des outils. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire, en l'occurrence l'an dernier, par exemple, quels ateliers vous avez eus? Ou alors si tu préfères pour l'édition qui aura lieu en novembre, qu'est-ce que vous savez qu'il y aura déjà? Ouais. Alors en fait, l'année dernière, évidemment, c'était la première édition. C'est la première fois qu'on le faisait. Donc évidemment, entre le fantasme, les rêves et la réalité, on sait ce que c'est. Donc évidemment, la 1re édition, elle a pas pris la forme qu'on avait imaginée au départ et en fait, il se trouve qu'elle s'est transformée dans un festival assez classique où on avait 8 compagnies qui avaient chacun une pièce inédite qu'on a fait jouer pendant 2 jours. C'était au Lavoir Moderne à Paris, dans le 18e et en fait, en événement annexe, on a pu programmer qu'une seule table ronde, qui était une grande table ronde sur un sujet très large, qui était l'accompagnement, de l'émergence théâtrale et où on avait fait venir, 5 représentants soit d'institutions, soit d'associations, engagées, et donc on avait pu avoir que un temps, dédié en dehors de la programmation. Parce que ça a été une telle usine à gaz à mettre en place, sachant qu'on partait de rien. Bien sûr, vous n'aviez pas encore l'expérience, les Exactement. réflexes que vous avez Mais donc maintenant. cette année, on va essayer, enfin on va, faire une édition 2 qui soit en fait la réalisation idéale de ce qu'on aurait aimé que soit l'édition 1. Mmh. On a par exemple déjà un parrain qui est Jean-François Sivadier, qui a accepté de parrainer, l'initiative cette année, qui viendra donner une masterclass, pour parler de son émergence à lui, cette tranche de son parcours artistique. Et on est en train de dresser avec l'équipe, toute une liste d'ateliers
Parce qu'en fait, au Lavoir moderne où on rejoue cette année, il y a 2 espaces. Donc il y a la grande salle pour les représentations et il y a une petite salle qu'on va réserver à tout ce qui est atelier en petits groupes pour qu'il puisse y avoir un vrai échange. Parce que ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'à la table ronde l'année dernière, il y avait une bonne soixantaine de personnes pour 1 heure et demie de temps avec 5 intervenants. Et évidemment, le temps de parole, est pas illimité. Donc on n'avait pas pu aller suffisamment en profondeur. On était resté à des questions très intéressantes, mais somme toute assez, superficielles, en fait. Hem, c'est de ça aussi, enfin, on a appris vraiment beaucoup de choses en le faisant. Hem, mais par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu d'intérêt à organiser un débat autour de où chacun, en fait, ne fait que pointer du doigt les choses qui ne vont pas. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on le sait tous. Notre idée, c'était que, voilà, on ait un temps où il y ait des structures dont l'objet est de répondre, aux besoins des jeunes compagnies et des jeunes compagnies qui présentent leurs besoins. Sauf qu'en fait, elles ont toutes les mêmes besoins et donc on a évidemment, on a fait un peu la liste des griefs et des demandes et des besoins et des difficultés qu'on rencontre, mais l'objet des rites, c'est d'apporter des réponses. Ouais. Donc on va, voilà, un peu transformer ça cette année en proposant des ateliers thématiques très concrets, d'accompagnement. Par exemple, je tiens beaucoup à faire quelque chose autour du dossier, apprendre à faire un dossier, en fait. Ça paraît con, mais j'aimerais, qu'il y ait cet atelier thématique autour de la constitution des différents dossiers, parce que dossier de diffusion, production, dossier artistique, tout ça, c'est quand même des variantes d'un même objet et que ce soit fait par les gens qui sont censés les recevoir. Et oui, qu'on ait vraiment, pour le coup, quelqu'un qui sache de quoi il parle Exactement. et puis surtout qui en Qui a sait ce qu'il cherche. épluché Ouais, exact, oui, oui, oui. ouais, ouais. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde sait faire un dossier, mais personne sait faire un dossier. On reprend souvent des codes un peu généraux, mais déjà, il y a des règles primordiales qu'il faut savoir, en fait. Hem, notamment la dimension visuelle du dossier qui est très importante, et la notion de partenariat, parce que pour avoir rencontré du coup, suite et grâce au RIT des professionnels de la diffusion, il y a des éléments qu'ils regardent en premier dans un dossier et notamment les partenariats. C'est-à-dire, à la dernière page, quelles structures ont déjà fait confiance au projet et qui va les rassurer eux sur le fait qu'ils vont aller accompagner ce projet et donc c'est presque vain d'envoyer un dossier qui n'a pas de partenaire. Ouais. C'est un peu la loi de Pareto du 80-20, c'est-à-dire que tu as beau avoir, admettons, une direction artistique incroyable, un plateau très compétent, si par exemple, il y a pas cette partie de partenariat qui montre qu'il y a au moins quelques structures qui ont déjà fait confiance à l'objet ou alors qui l'ont déjà diffusé, qui l'ont déjà accompagné un petit peu, Ah ouais. le professionnel a tendance à se dire: «Bon, ça sort un peu de nulle part» et donc en fait, ça ces 20 du dossier représentent un poids, très, très important dans le Ouais. processus décisionnel de ce professionnel-là. Oui, parce que dans la psychologie des diffuseurs, tout est question de prise de risque, j'ai l'impression. Et plus il y a des gens qui ont essuyé les plâtres en étant partenaires, moins ils prennent de risques. Et évidemment et ils peuvent se le permettre de ne pas prendre de risques, précisément parce qu'ils ont tellement le choix et tellement de demandes que, voilà. En quelques mots, quelles sont les problématiques principales que tu rencontres ou que les jeunes compagnies rencontrent quand elles ont, admettons, terminé un premier projet? J'ai l'impression qu'en fait, le problème qu'on rencontre, c'est un système. C'est pas un élément en particulier. Hem, c'est comme si, on devait rentrer dans un territoire, cerné de barrières dont on n'a pas «la clé» entre guillemets. Et aussi, c'est pour ça qu'on parlait d'outils, pour lesquels on n'a pas le mot de passe. Mais ça s'apprend, ça, je pense, pour le coup. Mais oui, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les difficultés qu'on rencontre quand on est une jeune compagnie et qu'on a un objet à diffuser, c'est une panoplie d'éléments qu'on n'a pas encore. Tu parlais de la production, de la diffusion, c'est le nerf de la guerre. Il y a, comment dire? Un projet, un projet moyen avec une très bonne diffusion, tournera mieux qu'un très bon projet avec une mauvaise diffusion. Hem
et donc les difficultés qu'on rencontre, bah, elles sont à toutes les étapes, en fait. Heu, Parce que, par exemple, une chose dont on s'est rendu compte autour des débats et de la table ronde l'année dernière, c'est qu'en fait, on est contraint à l'illégalité quand on est une jeune compagnie, Absolument. à beaucoup de niveaux. Oh oui, Parce qu'évidemment, si on respecte le code du travail, c'est malheureux à dire, mais on ne peut pas monter de projet. absolument, oui, oui, bien Parce sûr. qu'évidemment, il est hors de question de faire travailler des gens gratuitement. Il y a des questions de plein de choses, d'assurance, de normes, de droits, sauf que c'est déjà très compliqué sans, on ne peut pas faire «dans les clous» entre guillemets. Donc déjà à ce niveau-là, hem, un metteur en scène qui veut monter un projet, au départ, il est obligé de faire travailler les gens gratuitement. Donc c'est déjà un problème, C'est déjà une pour problématique, tout le ouais. monde. Mmh. Hem et même en tant que porteur de projet, évidemment, c'est jamais agréable de travailler gratuitement, mais faire travailler gratuitement des gens, c'est aussi au moins aussi désagréable. Ensuite, une fois qu'on a monté, plus ou moins ce projet au cours de résidences pour lesquelles il faut trouver des espaces de travail, ça c'est la même chose. Soit on a la chance d'avoir un peu de trésorerie, soit on n'en a pas et c'est de la débrouille. Hem Et comme toute débrouille, c'est pas forcément adapté à l'objet. Une fois qu'on a ça, ben, voilà, on constitue un dossier, chose qu'il faut apprendre à faire. Une fois qu'on a le dossier, il faut savoir à qui l'envoyer et à quelle étape. Parce que si on envoie un dossier dès le départ, on peut nous dire: «C'est trop tôt, le projet est pas assez constitué pour que je puisse avoir une idée de ce que c'est». Et si on l'envoie trop tard, on nous dit: «Ah oui, mais nous, on préfère accompagner les projets sur la durée et machin». Et puis si le projet enfin, il y a une erreur aussi qu'on fait souvent et ça c'est un, mmh, un professionnel de la diffusion qui me l'a expliqué, c'est qu'une fois qu'un projet a été créé, qu'il a joué une première fois, ses potentialités de diffusion, tombent à 10. Comment ça se fait? Bah, parce que les théâtres aiment les choses inédites et qu'une fois qu'un projet a été créé une fois qu'un projet a été créé, déjà c'est quasiment impossible de trouver des partenaires en plus, parce que les partenariats, ils se dressent en amont et qu'une fois qu'un projet a joué dans un théâtre, bah, les théâtres qui vont l'accueillir derrière, ils vont l'accueillir potentiellement en coproduction ou en tournée et cetera. Mais ils n'ont pas été les entre guillemets «les découvreurs», les créateurs, les producteurs de ce projet-là. Donc il faut en fait, il nous avait conseillé même de retarder au plus le moment de la première. Parce que si on veut trouver un lieu de diffusion à la hauteur de nos ambitions, il faut qu'on lui réserve entre guillemets «la primeur de la création» et donc que tout ce qu'on fait en amont, on peut toujours tricher en appelant ça des sorties de résidence, voilà. Donc il y a ce problème-là et puis ensuite viennent les représentations s'il y en a. Évidemment en tant que jeune compagnie, on est bien plus souvent dans un rapport de coproduction ou de co-réalisation avec les salles ou de partage de recettes ou de location même, et très rarement dans des sessions comme ça se fait, à des étapes un peu plus avancées, du métier. Hem, Évidemment, toujours pareil, il y a souvent des problèmes de conditions, parce que les théâtres ont beaucoup de mal à vivre aussi. Les théâtres qui programment des jeunes compagnies ou qui ont des jauges, hem, modestes. Donc ils sont obligés, en fait. C'est Il faut pas présenter les théâtres d'une centaine de places comme des charlatans qui essayent de se faire du beurre sur le dos des jeunes compagnies. C'est des gens qui ont du mal à s'en sortir. Donc ils sont obligés de pratiquer des conditions qui sont pas idéales, mais ça fait que du coup la compagnie, elle touche une part des recettes qui est insuffisante à la fois pour, hem, rembourser ses frais de production, pour encore une fois payer les gens. Hem, donc on est obligé de faire des rémunérations qui sont pas du tout au réel et qui, encore une fois, ne respectent pas le code du travail. Ni Hem, le système de l'intermittence dont peut-être certains sont dépendants dans ces projets Tout à fait, artistiques. ouais, ouais et puis, en fait, une fois qu'on a créé ce spectacle dans cette petite salle et ben, on invite des pros pour jouer dans des théâtres plus gros, qui ne viennent pas ou alors qui se disent: «Il a déjà joué, ça m'intéresse pas» et là, on s'assied et on se dit: «Du coup, on fait quoi? On fait comment?» Tu viens de nous donner, du travail pour 80 épisodes au moins. Alors, on avait déjà anticipé beaucoup des sujets que tu viens d'évoquer, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le principe du système qui a des lacunes.
et de l'information aussi des compagnies. Parce que beaucoup des problèmes qu'on évoque, toi et moi, par exemple, pourraient être résolus grâce à de l'information. Si on avait justement des diffuseurs ou des producteurs, des chargés de prod qui venaient, répondre, aux interrogations, qu'ont les jeunes compagnies, ils pourraient balayer, en tout cas, une bonne partie, des problématiques et leur éviter en fait de faire les erreurs, qui tuent leur projet dans l'œuf. Il y a sans doute des choses à améliorer du côté de ceux qui reçoivent les dossiers. Parce que, par exemple, c'est vrai que, il y a énormément de structures qui ne répondent pas, quand on envoie un dossier ou un mail. Ce qui, d'un côté, peut se comprendre puisque la majorité des structures, par exemple, les scènes nationales, CDN, ils reçoivent plus de 100 dossiers par jour. Donc, Comment avoir l'équipe technique pour traiter bah, autant de voilà, dossiers et répondre décemment, ne serait-ce qu'en ayant pris c'est connaissance de la compliqué. chose, c'est Mais compliqué. d'un autre côté, il y a beaucoup de compagnies qui passent leur vie à envoyer des mails, à travailler pour ça, pour présenter et défendre leur travail et donc il n'est pas normal et pas courtois même de ne pas répondre, ne serait-ce qu'à un mail, automatique. Donc il y a des ça paraît idiot et quelque chose de fort, mais pour la psychologiquement, ça change énormément et ça joue énormément dans ces métiers-là. Hem, donc il y a à la fois sans doute un eff beaucoup de choses à faire du côté de ceux qui reçoivent les dossiers, mais il faut aussi qu'on se forme nous, porteurs de projets, à mieux faire et par exemple, mettre fin à ce mythe que, plus on envoie le dossier à un nombre de gens important, plus il y a de chances que ça morde. Parce que c'est faux, en réalité. Vous l'avez bien observé, On l'a avec votre observé projet. et tout le monde l'a observé. Hem, C'est-à-dire que, une des choses qu'on a comprises, grâce aux rencontres qu'on a pu faire, c'est qu'il vaut mieux cibler cinq lieux de diffusion qui, sont singulièrement adaptés à la forme qu'on porte Absolument. et les travailler. Mmh. C'est-à-dire aller à la rencontre des gens, aller voir, la programmation du théâtre, parce qu'on a rencontré des directeurs de théâtre qui nous disaient que parfois ça leur arrivait de rencontrer des compagnies qui voulaient leur proposer un projet et elles n'étaient jamais venues au théâtre et ils disaient, très justement: «Pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à votre travail si vous vous intéressez pas au mien?» Bien sûr et puis il y a le problème, c'est qu'il y a il y a un décalage entre la réalité du théâtre ou du lieu et la réalité aussi du projet de la compagnie. C'est exactement comme un manuscrit pour un livre. Pourquoi envoyer, je dis n'importe quoi, le manuscrit d'un roman de science-fiction à des maisons d'édition qui ne diffusent que de la poésie et cetera? Exactement, Donc ouais. il faut beaucoup, beaucoup faire de recherches sur ces cibles. On peut utiliser un vocabulaire presque marketing, c'est pas vulgaire. Il faut comprendre les cibles qu'on doit rechercher, leur caractère, faire en sorte qu'elles correspondent à notre projet, travailler bien sûr la communication pour toucher dans le mille. Mais, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut plus de contacts qualitatifs qu'une quantité, de bouteilles à la mer. Oui et puis, enfin, tu en parlais tout à l'heure, mais le contact humain, aussi. Parce Absolument. que en fait, les gens qui sont dans les maisons sont les premiers à déplorer, le fait qu'ils n'ont de contact que par mail avec les gens. Et donc peut-être qu'il faut revoir en fait tout le processus, hem et que ce fait d'avoir des projets qui sont ciblés pour des lieux de diffusion, particuliers, ben, peut-être commencer le projet en amont avec eux, j'en sais rien, hein, mais aller les voir et dire: «Voilà, j'ai tel objet, auquel je rêve. Voilà la forme que j'ai envie que ça prenne. Vous êtes un lieu, qui est dans mon territoire, qui a, comment dire? Une ligne artistique qui me semble adaptée et cetera». Et dès le début, parler du projet et puis tenir au courant. Dire: «Voilà, on a fait un premier dossier, je vous l'envoie, puis une sortie de résidence, venez le voir». Et en fait, évidemment, en créant une relation comme ça, c'est plus agréable pour tout le monde, plutôt que je comprends aussi un diffuseur qui reçoit un mail type qui est même pas personnalisé à sa salle. On sent très bien le côté, si c'est pas moi qui réponds, ce sera un autre et il l'a envoyé à moi parce que j'étais dans la liste des scènes nationales, voilà. On en parlait au téléphone, toi et moi. Tu me disais qu'il y avait un décalage de la réalité entre les organes de production et puis les organes artistiques, si on peut les appeler comme ça. Et c'est important de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Et pour qu'ils se rencontrent et qu'ils comprennent les attentes des uns et des autres, il faut des ponts, il faut des connaissances, de l'information, Et il des faut des lieux où ils puissent s'échanger ensemble, ouais. mmh, Et c'est ça, c'est précisément ce qu'on essaie de proposer. C'est de dire: «Voilà, nous on sait plus comment faire et nous on en a marre de comment vous faites» et de réinventer ensemble la manière de faire et que chacun, voilà, dise un peu ce dont il a besoin. Le fait de monter Rit avec mon administrateur, ça nous prend du temps et on n'y gagne pas d'argent à faire ça. C'est du temps que je mets pas, par exemple, à m'occuper de mes créations.
Mais à un moment donné, je pense on est obligé de passer par là et que plus on le fera collectivement, plus ce sera simple pour tout le monde. Parce que ça, c'est un truc assez évident, mais dont on s'est rendu compte pour Rit, c'est que, c'est pas pour essayer de faire de la démagogie ou des propos un peu simples, mais quand on s'y met à ensemble, ça marche mieux. Parce que ça diminue, la charge de travail pour tout le monde, ça multiplie les réseaux. Hem et puis, aux yeux des gens qui nous reçoivent, on voit que le regard change quand il y a une «coalition» entre guillemets. Par exemple, on s'est rendu compte que des gens, par exemple, qu'on contactait en notre nom propre avec la compagnie, nous répondaient beaucoup plus facilement depuis qu'on les contactait avec le label d'un festival. Alors que festival, c'est C'est toi qui envoies le mail, hein, voilà, techniquement. Même si ça je peut à terme être une personne morale, une association, c'est ouais, quand ouais, même toi qui, à travers l'interface du festival, envoie le mail. voilà et puis on peut se mettre à 3 compagnies et puis monter une association qui s'appelle, je sais pas moi, Les compagnies de rites, la coalition des compagnies d'Île-de-France et les gens vous répondront plus facilement et compagnie Sion. c'est un peu de l'esbrouffe, mais il y a de ça. Un joli logo et un truc et La il f COAP vous écrit. Là, voilà, tu as un peu plus envie de ouais, répondre. ouais, tout à fait. Il y a pas de concurrence entre les compagnies et qu'on a tout à gagner à travailler ensemble Oui, pour beaucoup de raisons. oui, ça, je pense que c'est important de le Ouais, rappeler. Parce que, la concurrence dans notre domaine, ne peut pas exister par définition parce qu'on ne travaille qu'avec des singularités. exactement, ouais. Déjà dans le domaine de la scène avec les comédiens, les comédiennes et la vision artistique d'un ou d'une metteuse en scène, d'un metteur en scène. Mais ensuite, dans les objets de théâtre, si 15 compagnies montent 15 Tchekhov 15 fois la même pièce, ça n'aura bien sûr, il y aura peut-être des lieux communs, mais ça n'aura rien à voir à chaque fois et je pense que c'est important de le dire aussi, chaque compagnie devrait justement travailler sur cette identité qui lui est propre et ça ferait un argumentaire supplémentaire à mettre aux yeux des diffuseurs et des chargés de prod et de ces organes-là pour que eux plus facilement, s'imaginent aussi ce que ça pourrait donner Mmh. et je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire sur ces points-là. La compagnie, souvent, on lui attribue, comme tu disais, une identité singulière, mais tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas un projet de compagnie avec un axe de recherche particulier. Il y a des gens qui juste, de temps en temps, ont envie de monter quelque chose ou même, je ne sais pas, une lecture, un seul en scène pour lequel ils ont besoin d'avoir une structure juridique qui porte leur projet. Et donc plutôt qu'il y ait 4 personnes qui montent chacun leur compagnie, de créer des compagnies à plusieurs ou qu'on peut appeler une compagnie ou collectif ou que sais-je, qui font qu'en fait, il y a une structure qu'on se partage les uns les autres, mais qui démultiplie pas le nombre de comptes bancaires, le nombre de comptables, le nombre de tout, en fait. Il y a une licence pour 4, il y a voilà. Ça, c'est un truc sur lequel on aimerait bien, communiquer, et aussi sur le fait que peut-être il y a des entre guillemets «des superstructures» à inventer. C'est-à-dire à des grandes échelles. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, la diffusion et la production, ça demande des gens compétents pour les faire et qu'il faut rémunérer. Et par exemple, c'est très difficile quand on a une compagnie propre de rémunérer, par exemple, j'en sais rien, un chargé de diffusion à temps plein, et un trésorier ou un administrateur à temps plein et puis un chargé de prod à temps plein, c'est impossible. Mais si on se met à 20 ou 30 compagnies, hem et que, on crée une structure administrative qui englobe toutes ces compagnies-là, qui deviennent comme une sorte de boîte de production, mais sous forme de grandes compagnies. Alors avec les trésoreries de chacun et les recettes de chacun et cetera, on peut commencer à employer des gens, à salarier des gens à temps plein par contre. Alors évidemment, un chargé de diff va pas s'occuper de 30 compagnies. Mais je pense qu'il y a des choses à imaginer dans la forme que prennent, nos structures administratives et même la notion de compagnie en fait. C'est un métier d'administrer une compagnie Bah oui, bien sûr. et donc heu, ça demande des compétences qu'on a alors que certaines personnes n'ont pas envie d'avoir, n'ont pas le temps d'avoir, c'est une énergie monstre. Et puis ça te retire du contact avec la scène. Voilà, Plus tu administres et tu me l'as très bien dit au téléphone, je passe peut-être 50 jours dans l'année sur un plateau de ouais, théâtre alors que je suis metteur en scène et tout le reste du temps, c'est du temps passé sur un ouais, ordinateur, à faire des démarches, à envoyer des mails et à rentrer malheureusement dans un système où la frustration peut s'accumuler. Alors si, en l'occurrence à la fin, ça crée un festival comme Rite, cette frustration, tant mieux, mais le problème c'est que tout le monde n'a pas,
ou l'idée ou le processus pour, Ouais, faire ouais. naître ce genre de Mais par moment. exemple, avec le minimum de trésorerie que ma compagnie a actuellement, si on était, 4 ou 5 compagnies dans la structure, on pourrait salarier quelqu'un à temps plein pour faire ça à notre place. Donc ça créerait, enfin ça créerait un emploi, ça délèguerait, quelque chose à faire à quelqu'un qui est compétent pour le faire et ça nous libérerait à tous du temps pour se concentrer sur, ce qu'on a vraiment à faire. Je sais que par exemple, au sein de notre festival, on travaille depuis cette deuxième édition avec, 2 nouvelles personnes qui nous aident à organiser le festival et qui viennent, elles, du milieu privé, d'entreprises privées, notamment dans tout ce qui est levée de fonds et cetera. Et qui du coup mettent leurs compétences, économiques et techniques au service du théâtre et de notre discipline. Il devient important d'aller chercher et de s'ouvrir aussi à des mondes qu'on connaît pas et des mondes qu'on considère souvent comme hostiles aussi. Le monde du privé, des entreprises, quelque chose qui tout de suite fait un peu hérisser le poil quand on est «artiste» entre guillemets alors que, hem il y a sans doute beaucoup de choses, à faire et on voit bien que pour la musique, par exemple, il y a énormément de choses qui existent parce que il y a du mécénat privé. Hem et dans un pays où on attend un peu tout de l'État, il est temps de comprendre qu'aujourd'hui on peut plus se passer de ça. Évidemment, pas n'importe comment, hem, tout n'est pas bon à prendre. On je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Mais il y a énormément de structures, soit qui font déjà, du mécénat qu'il faut réussir à convaincre de s'ouvrir au théâtre, soit des entreprises, ou des structures de mécénat comme il en existe par exemple des micro-mécénats, hem, ce qui se fait un peu pour l'opéra et qui permet à des gens qui ont des petites sommes par exemple à investir, enfin des petites sommes à hauteur de quelques centaines, quelques milliers d'euros, ce qui pour le mécénat hem, reste à des échelles, assez basses. Et ben, de permettre à, toujours dans la même logique, de mutualiser Mmh. beaucoup de micro-mécènes pour permettre des actions. Voilà, donc c'est un appel s'il y a des gens qui se sentent de lancer des choses comme ça pour le théâtre, ce serait bienvenu. Puis il y a des systèmes aussi dont on a le droit de s'inspirer. Aujourd'hui, on est régi par beaucoup de communication, beaucoup d'images, beaucoup de publicité, beaucoup de marketing. C'est quand même des manières de fonctionner qui font leurs preuves pour des entreprises privées et je ne dis pas que le théâtre demain doit en être perclus, mais juste qu'on a le droit de s'inspirer de ces méthodes de fonctionnement pour communiquer plus efficacement, savoir mieux rendre compte de qui on est et mieux se promouvoir aussi. Et je pense que même si tout le domaine et tout le secteur n'a pas besoin de le faire, pour certaines compagnies, certains organes artistiques, ça pourrait être précieux en fait de maîtriser ces compétences-là tout simplement et en faire et se persuader que à l'heure actuelle, on arrivera à fonctionner sans, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que oui, il y a des choses et des manières de procéder qui sont, agressives dans le domaine du marketing, de la publicité et cetera, où on capte notre attention et où finalement on au lieu d'utiliser la culture pour, s'éveiller, ben, on a tendance à se renfermer et à moins utiliser notre enfin, comment dire? Avoir moins de temps de cerveau disponible pour des choses importantes et intéressantes. Mais c'est pas pour ça qu'il faut complètement chercher à s'écarter de ces domaines-là. Pierre, est-ce que tu pourras nous dire, quelles compagnies, ont tout intérêt à se rapprocher de RIT? À quelle étape du travail on doit en être? Qui est-ce que ça concerne? Et peut-être éventuellement les modalités des candidatures dans la perspective de l'année prochaine? Oui, on est, comment dire? Ouvert aux propositions de projets de toutes les compagnies, qui se considèrent comme émergentes parce que ça évidemment, c'est une dénomination qui peut être assez abstraite. On n'a pas forcément de critères très techniques, simplement, voilà, on demande à ce que ce soit des compagnies qui soient pas, accompagnées par la DRAC, par exemple, qu'il y ait pas un conventionnement ou même une aide au projet de la DRAC, parce que c'est déjà une étape, d'avancée, conséquente et on demande simplement à ce que, le projet soit porté par une structure, heu, donc quelque chose de structuré, que ce soit une association ou toute autre forme, qu'il puisse avoir. Et que le projet soit, inédit.
C'est-à-dire qu'il est pas encore, été créé ou rentré dans la programmation d'un théâtre, et qu'il soit plutôt à l'étape de en fait, notre idée initiale, c'était que ce soit, des une sortie de résidence finale. C'est la voilà, une sortie de laboratoire, en fait, où voilà l'objet. Autrement, on n'a pas plus de critères que ça. Disposer des droits, si le texte est édité et soumis aux droits d'auteur, et autrement, c'est très libre. Quelle date ce sera du coup en novembre cette année? Cette année, le festival, ce sera du 6 au 8 novembre, au L'Avant Moderne, Paris, dans le 18e. Et si je ne suis pas une compagnie, que je suis un étudiant en art dramatique, je peux venir quand même? Il y aura des Bah, réunions? carrément, parce qu'en fait, donc on programme 6 projets, mais c'est qu'une petite partie du festival puisque, la grosse partie, c'est justement tous les ateliers, rencontres, tables rondes qu'on propose et qui sont gratuites et qui sont ouvertes à tous ceux qui s'intéressent et à qui ça peut bénéficier. D'accord. Bon, on s'assurera de mettre dans les descriptions de cet épisode, toutes les informations que tu nous enverras, ce sera au Théâtre Lavoir Moderne? On ne sait Oui, pas au encore? Lavoir Moderne. Au Lavoir Cette Moderne? année, ce sera en 2024, ce sera au Lavoir Moderne. Et en fait, ce qu'on aimerait, parce qu'on tient beaucoup à cette notion d'indépendance quand même, parce qu'il y a beaucoup de festivals de théâtre qui ont leur festival, et nous, ce qu'on veut, c'est d'être un festival un peu itinérant, et d'être accueillis chaque année dans un théâtre différent. Mmh. Pierre, si tu le veux bien, on va partir dans une conversation plus artistique. En tout cas, en fait, moi, j'aimerais bien savoir quels sont tes maîtres à penser dans le domaine de la mise en scène. Qu'est-ce qui te plaît dans cet art? Heu, Tu m'as parlé aussi du théâtre musical. J'aimerais bien qu'on explore ensemble ce que c'est pour toi, que tu nous donnes en tout cas tes définitions de tes activités artistiques en ce moment et de quelles sont tes sources d'inspiration. Ben, source d'inspiration, en fait, il y a un peu 2 figures qui ont toujours, été là depuis que je fais de la mise en scène, et sans doute, même avant. C'est Chéreau et Régis, pour des raisons très différentes. Je pense que c'est très important d'avoir des sortes de figures comme ça, dans tous les domaines, quelle que soit la discipline qu'on fait. On a besoin souvent de pas de s'identifier, mais d'avoir des sortes de gens qui ont éclairé un des chemins possibles et vers lequel on se dit: «Tiens, j'ai envie d'aller là, quoi». C'est vrai que, artistiquement, c'est davantage, le travail de régie. Je me rends compte, par exemple, aujourd'hui que, dans ce que je fais, ça continue quelque chose qui a toujours été là depuis que j'ai commencé sans que je m'en aperçoive avant. C'est-à-dire, les choses que j'ai envie de traiter aujourd'hui, dès mes 1 expériences, sur scène, c'était déjà ça. Mais je l'avais pas identifié évidemment, ça commence un peu à venir, et c'est vrai que au théâtre, proprement parler, je m'intéresse à, je sais pas vraiment quel mot employer, mais ce serait une dimension un peu mystique. Hem, heu, je crois que je m'intéresse assez peu au théâtre comme on en parlait, la dernière fois. Hem, Ce qui m'intéresse, c'est l'outil, du théâtre. Qu'il soit comme une sorte de rituel ou de cérémonie ou de rite de passage justement, pour accéder à quelque chose. Heu Régis disait, qu'il sentait qu'il cherchait obstinément comme une bête quelque chose, mais sans être capable de dire quoi. Mais c'est quelque chose, c'est le ça. On le pressent et on sait pas trop ce que c'est. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a un peu en dessous des choses, de l'autre côté. Je m'intéresse très peu au théâtre, hem de personnages, de situations, je me rends compte de plus en plus que c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est pas du théâtre, en fait. Au terme, dans le sens où on l'entend le Oui, plus fréquemment. oui, Mais hem, alors du coup, qu'est-ce que toi tu aimes? Parce que tu m'avais dit au téléphone que c'était difficile pour toi d'aller au théâtre parce qu'en général, tu n'y voyais pas forcément les choses que tu avais envie de voir. oui, Mais du coup, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que toi tu aimes voir dans tes mises en scène? Quels sont les points de repère que tu aimes avoir sur un plateau de théâtre? j'ai aucun point de repère. Hem, c'est très difficile d'en parler parce que je crois que précisément ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'est pas connu, et c'est une matière, une sorte de matière secrète dont il est très difficile de parler, heu, parce que précisément, ce qui est intéressant, c'est sa quête. On pressent qu'il y a quelque chose. Et le théâtre, c'est comment invoquer cette chose ou créer les conditions,
On en parle donc je me permets de le citer une troisième fois, mais Régis est dans ses textes écrit que il faut créer les conditions du vide et voir quels nuages viendront se condenser là. Tu as déjà réussi, toi, tu dirais, dans des mises en scène que tu as faites, à observer ce genre d'instant? Je crois qu'on réussit jamais et d'ailleurs, Régis le disait lui-même qu'il avait jamais vraiment réussi. Il disait aussi qu'il faisait pas Parce de théâtre, il disait d'ailleurs. aussi qu'il faisait pas de théâtre. Hem, Parce que c'est pas intéressant de trouver et on peut pas le trouver, on le trouve que dans la mort. Une fois mort, là, on arrive à en fait, c'est presque comme si on voulait être en avance sur sa propre mort et accéder en avant-première à quelque chose, auquel on accédera après. Et ce que j'aime énormément chez lui, c'est son humilité de dire, à 95 ans, après, 60 ans de carrière, «Je ne sais pas, je ne sais toujours pas» et il revendiquait le fait de ne pas avoir de savoir-faire. Il y a aucun savoir-faire puisqu'on à chaque fois on part de zéro dans un territoire inconnu, quoi. Oui, tu m'avais dit la dernière fois au téléphone, il faut qu'on arrête d'essayer d'être des sachants. Oui, je crois, parce que, si on sait faire, alors, ce qu'on fait est conventionnel. C'est-à-dire, si je sais faire du pain, je sais reproduire le pain que j'ai déjà fait. Mais quelqu'un qui voudrait inventer un nouveau pain, il faudrait qu'il reparte de zéro. Alors il sait de quoi il a besoin comme ingrédient, mais il faut réinventer cette manière de se dire: «Voilà, j'ai de la farine, j'ai de l'eau, j'ai du sel», mais à partir de ça, si j'essayais de retourner à un état primitif presque d'un homme des cavernes face à ça, qu'est-ce que j'en fais? J'ai l'impression de savoir, entre guillemets, «là où j'ai envie d'aller», mais de jamais réussir à le faire et de pas encore l'avoir fait. Enfin, je veux dire, je suis encore très jeune, j'ai fait très peu de choses, mais Puis c'est la quête d'une vie aussi, je ouais, pense. oui, oui, tout à fait, ça c'est certain, ouais, ouais. Même si vous cherchez à recréer ces conditions ou en tout cas faire en sorte que quelque chose se produise, il y a d'ailleurs pas véritablement de processus, en fait. Tu passes pas nécessairement par des techniques, c'est plus quelque chose de l'ordre de la sensation. Peut-être de la lenteur aussi, comme disait Oui, Régis. en fait, c'est ça, il y a des sortes il y a des chemins par lesquels on sait que, on s'approche des choses et par exemple, l'obscurité et le silence qui sont dans énormément de cultures, en fait, les conditions qu'on crée quand on veut atteindre le sacré, d'ailleurs. Dans une église, par exemple, c'est très silencieux, c'est plutôt obscur, on laisse que des petites ouvertures se faire. On sent que instinctivement que c'est dans le silence qu'on peut entendre. Alors évidemment, c'est pas nouveau, hein, le plateau vide, ça fait 50 ans qu'on fait ça, mais recèle en lui la potentialité de tout. C'est-à-dire un espace vide, c'est un espace où il est tout peut être en potentialité Mmh. et de la même manière, si on a peur, de l'obscurité, c'est parce on a peur de tout ce qui pourrait y être. Et qu'on n'est pas capable d'identifier. Exactement et donc déjà en combinant les 2, un espace vide et obscur, on crée déjà des conditions à ce que l'imaginaire, travaille et ça, c'est aussi un point, je pense, très important, dans ce qui m'intéresse et qui diffère sans doute un peu du théâtre, tel qu'on le fait de manière conventionnelle. C'est que, j'essaye de restituer, la puissance de l'imaginaire du spectateur et que si on prémâche le travail pour lui avec, des décors, des costumes, des éléments visuels, définis, alors on lui prémâche un travail. C'est la même différence qu'il y aurait, je pense, entre la radio et la télé. Hem, Ou le fait de lire un livre, puis de le voir au cinéma. Exactement, ouais, ouais. En fait, oui, c'est ça. C'est d'avoir une matière brute et de laisser, en fait, le spectacle avoir lieu dans l'imaginaire, du spectateur et il y a pas mal de par exemple, à l'issue d'une représentation, heu heu
Régie va avoir une spectatrice, qui voulait lui parler et qui lui dit: «J'ai trouvé merveilleux ce moment où il y a la neige qui tombe». Et Régie écrit qu'il a jamais mis de neige qui tombe, mais que si elle l'a vu, c'est que ça a eu lieu, en fait. Tu m'as dit aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, que j'avais jamais entendu. Quand je travaille avec mes comédiens, je suis un peu comme le chien d'aveugle. Je suis capable de te dire qu'il y a une marche, je suis capable de te dire qu'il y a un obstacle, mais je ne sais pas où on va. Et d'ailleurs, je ne marche Oui. pas, c'est toi qui le fais. Oui, oui, ben, je crois qu'il faut assumer, il faut arrêter avec cette idée que le metteur en scène est celui qui sait et qui dit aux autres comment faire. Alors c'est peut-être le cas pour, certaines personnes, hein, mais c'est pas du tout, en tout cas, ma méthode. Je sais qu'il y a des metteurs en scène, de mémoire, je sais plus si je crois que c'est Barsac ou Barrault, je sais plus, un des 2. J'avais vu ses notes de mise en scène pour une mise en scène de Phèdre, où tout était Mmh. au pas près, en amont. Il y avait la page du texte, la page de mise en scène et il disait: «Tel mot, il fait un pas vers la gauche», machin. OK. Moi, j'ai pas du tout comme ça. Heu Mon approche, effectivement, serait plutôt d'arriver et de dire: «Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas plus que vous». Et effectivement, en fait, mon travail, plutôt de sentir, et de dire, comme tu disais, c'est un peu un chien d'aveugle pour des aveugles. C'est-à-dire que personne ne sait où on va. Il y en a qui sont dans cet outre-monde-là et puis il y en a un qui est un petit peu en retrait, un petit peu entre les 2 mondes et qui peut dire, voilà, si c est-ce que la musique est la bonne? Est-ce que c'est juste? Est-ce que qui a une vision aussi de la proxémie, de l'espace entre les corps, qui qui modèle mais, par exemple, je ne sais pas si on en avait parlé, mais je j'ai pas l'impression d'être un créateur. C'est-à-dire, je saurais pas fabriquer quelque chose de toute pièce. J'ai besoin qu'on me propose une matière et alors cette matière, j'arrive à la sculpter. Et tu ne conçois pas de recette, tu fonctionnes avec la Voilà, personne. ouais, et c'est pour ça que, j'essaye de travailler avec des comédiens qui n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire, mais des comédiens qui acceptent déjà de plonger dans l'inconnu, ce qui est très dur, hein. Par exemple, une des dernières, un des derniers travaux que j'ai fait, c'était la mise en scène d'un texte, un peu, perdu de Maeterlinck et et les 2 comédiens qui ont accepté de suivre, ce projet ont eu énormément de courage parce que, on est allé dans des zones qui sont des zones, aux antipodes du confort et du savoir-faire. Mmh. Où on essaie de retrouver un corps, primitif et un rapport à la parole qui soit complètement déconstruit et c'est très dur pour les acteurs. Ça demande une confiance, un lâcher prise et Mmh. énorme, parce que c'est un endroit de danger évidemment, c'est pas un danger de mort, mais, hem, donc voilà, tout ce que je peux faire, c'est de dire: «Bah, voilà, je vous mets dans le pétrin» entre guillemets, parce que je vous ai demandé d'aller dans ce territoire-là, que je connais pas mieux que vous et donc on peut travailler tant qu'on veut en répétition, il faut qu'il advienne quelque chose, le jour où ça joue, Mmh. ou pas d'ailleurs. Sauf si on allait au festival RIT et qu'on a tous les outils maintenant. Exactement. Mais c'est curieux, on peut demander à tous les comédiens, pourquoi il y a des jours où ça sort et des jours où ça sort pas. Parce qu'évidemment, il y a un truc très bizarre, dans le théâtre, c'est que on travaille sans public et le jour où on représente, il y a quelque chose qui change tout, c'est l'arrivée du public. C'est très bizarre et donc, au moment où ça doit marcher, c'est comme si dans un gâteau presque fini, on venait ram balancer un énorme ingrédient qui était pas prévu et de se dire: «C'est bon ou pas?» Donc il y a un endroit de c'est très curieux. C'est pour ça que, peut-être que le metteur en scène, c'est celui qui joue le public tout au temps des répétitions. C'est une sorte de public par procuration. Donc tu as fait de la mise en scène de théâtre, tu as fait de la mise en scène de théâtre musical également et tu Mmh fais mh. aussi de la mise en scène d'opéra. Oui. Dans l'opéra, tu fonctionnes avec, des instruments de musique, des chanteurs qui ont, entre guillemets,
un chemin tout tracé, une recette, c'est-à-dire une partition, disons, mais la même partition que le texte, mais comment tu abordes ce travail de l'ordre de la sensation ou de quelque chose en suspension qui est très difficile à toucher dans le domaine de la musique? Parce que, je fais pas la j'ai pas la même recherche dans le théâtre et dans le théâtre musical. J'ai pas la même approche. Mmh, Pour moi, c'est vraiment des disciplines à part. Parce que comme tu disais, déjà, c'est pas le même outil, c'est pas le même répertoire surtout. Il y a très peu d'œuvres à ma connaissance d'opéra, peut-être dans l'opéra contemporain, mais dont le livret se prête à ces territoires-là. mmh, mmh. Et à l'opéra, il y a énormément de choses qui changent, pour parler de l'opéra à proprement parler. Parce qu'il y a un répertoire, mais il y a un public, il y a une manière de faire complètement sclérosée et encore une fois, le public a une importance considérable là-dedans. Dans ses attentes, dans sa nature, évidemment. Ingrédient, par rapport au gâteau que tu disais tout à l'heure, ingrédient Ingrédients, qui change chaque soir, qui plus est. ouais et ouais et ouais, parfois on pense faire la même chose que le soir précédent et ça marche pas. Et tous les comédiens pareil, te diront, que ça se sent un public, tout de suite. Tu sens tout de suite l'énergie d'un public. Un comédien qui retourne en coulisses, une des premières choses qu'il va dire à sa partenaire, c'est: «Ils sont Ouais, ouais, bizarres ce soir» ils ou sont. Ouais. ils sont comme On devrait ça». plutôt dire: «Il est» du coup, Ouais, parce que, c'est une sorte de grosse bête bien sûr. en face de laquelle on joue et il est parce que comme dans un banc de poissons, les comportements individuels sont régis par la dynamique de groupe. Absolument, On oui. sent bien que parfois, par exemple, une personne qui va se mettre à rire et qui va embarquer toute la salle et en fait, si le public est différent chaque soir, c'est parce que la dynamique de groupe est différente chaque soir. En réalité, les individus sont peut-être Mmh. à quelques vaches près les mêmes. À quelques vaches près. Et c'était pas fait exprès. Est-ce qu'il y a des ouvrages que tu recommanderais à des personnes qui s'intéressent pour la première fois, par exemple, à la mise en scène ou qui veulent, dans ce travail-là, s'abreuver, Oui, découvrir des écritures? hem, tu veux dire en termes de pour apprendre, le la position de metteur en scène ou? Ça peut être la position de metteur en scène ou des ouvrages qui, pour toi, peuvent non pas éclairer parce qu'on a bien compris que c'était quelque chose de d'abstrait, mais qui peuvent, oui, nourrir ou renseigner, un endroit de ce travail-là? Oui, bah, au risque de me répéter, les écrits de Régis sont vraiment, enfin, comment dire? On peut pas passer à côté. Mmh. Parce que même si on travaille pas dans la veine, qu'il a suivie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de c'est pas écrit comme de la théorie, c'est vraiment des pensées et des notes en fait, comme des notes de voyage, mais c'est un peu voyage en terre inconnue, hem, qui peuvent servir à tout le monde et qui apprennent beaucoup l'humilité aussi face à ça. Parce qu'on comprend qu'en fait, il faut être très humble face à tout, face aux acteurs, face au texte, face à «l'acte théâtral» entre guillemets. Par exemple, quand on commence, enfin, en tout cas, quand j'ai commencé, je me rends compte que j'avais une très mauvaise idée de ce qu'était le théâtre. Qu'est-ce que c'était d'ailleurs à l'époque, tu Bah, te le souviens? théâtre, c'était, les personnages, les costumes, les didascalies, les dialogues, voilà. C'est ta rencontre avec Régis qui fait que ça a shifté ton point de vue? Avant ça, c'est avec un professeur qui m'a complètement, ouvert à un autre monde et j'ai compris que c'était pas du théâtre, justement. Moi, j'étais venu pour faire du théâtre, avec des rêves très classiques de gens qui veulent faire du théâtre et jouer Musset avec une grande écharpe enroulée autour du cou et en fait, il m'a dit: «Il y a une petite porte là» et en fait, tu l'ouvres et tu te rends compte que c'est la nuit noire, mais il y a des sons, il y a des odeurs, il y a des choses où tu te dis: «Ouais, je vais aller là quand même». En fait, je crois que la mise en scène, on l'apprend pas, en lisant et ça rejoint, le fait que, par exemple, je me rends compte que
On a par exemple, je sais qu'on m'a prêté parfois des choses parce que j'ai toujours aimé, justement les livres, les textes et la recherche des auteurs, et cetera, et du coup, on m'associe à quelque chose d'assez intellectuel, alors que je me rends compte que j'ai un rapport qui n'est pas du tout intellectuel au travail, qui est exclusivement sensoriel, comme tu Mmh. le disais tout à l'heure, et Mmh. sensible. Par exemple, je me rends compte que dans mon parcours personnel, en tout cas, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire, j'étais rentré, à l'école pour être comédien, et puis un jour, on devait faire des cartes blanches. J'ai réuni un groupe pour monter une pièce, et j'ai juste animé le groupe, distribué les gens, fait les décors, choisi l'interprétation hem, heu, du texte, le rapport au plateau, et cetera, et puis je me rendu compte que c'était de la mise en scène, et j'avais l'impression, mmh, à titre personnel, d'être comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire Mmh. d'instinctivement prendre savoir pas savoir-faire, mais voilà, ça se fait comme ça. Je me suis pas dit un jour: «J'ai envie d'être de mettre en scène», quoi. Ouais, j'entends assez souvent dire qu'on choisit pas sa passion, c'est elle qui vous choisit. Je trouve que dans certains parcours de vie, il y a de ça. Ouais, Il y a de oui, ça où oui, la chose vient en contact avec toi alors qu'elle était totalement imprévue et à partir de maintenant, ce sera ça. oui, oui, et puis ça implique aussi d'être ouvert à ces accidents-là. Parce que, par exemple, ben, je voulais être comédien, et du jour où j'ai fait ce pas en arrière de la mise en scène, et qui est d'être celui qui s'échappe un tout petit peu du groupe pour le regarder, je me suis dit: «Bah, c'est ça mon endroit, en fait». C'est le seul la seule personne qui disparaît du au jour de la première, en fait, entre guillemets. On sert plus à rien du jour où ça, enfin, du moment où ça joue, quoi. Alors évidemment, je crois que c'est très important, d'assister à toutes les représentations. Et de tenir à jour ces comédiens Bien sur, sûr, ah ouais. oui, oui. Mais ne serait-ce que pour être là, parce qu'on les a mis dans le pétrin. Alors il faut encore une fois, il faut dire, «Je vous abandonne pas», quoi. C'est facile de les mettre dans l'embarras et puis d'aller, ailleurs après. Non, non, il faut être là, il faut les regarder parce qu'on les soutient, on est là pendant que ça joue, et ils le savent d'ailleurs. Quelque chose de rassurant, je pense, pour eux. Hem Et puis effectivement, le travail, il s'arrête pas le jour de la première. Heu, il faut si on veut que ça reste vivant, il faut toujours venir renourrir. J'ai une dernière question, Pierre. Si tu devais donner un conseil à une compagnie ou un metteur en scène qui se lance dans son premier projet artistique, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention, mais qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? De pas avoir peur d'aller dans sa singularité. Parce que on peut avoir peur de faire quelque chose de trop particulier en se disant, «Ça va pas plaire», ou comme c'est particulier, du coup, les gens vont pas vouloir le voir ou le faire jouer, et cetera. Alors qu'en fait, c'est le meilleur moyen de sortir du lot. Si on fait des choses, un peu comme tout le monde les fait, on est «parmi tout le monde» entre guillemets, et c'est ce qu'on a essayé de faire par exemple pour Ritz, c'est de choisir des formes très singulières de gens à qui sans doute on fait pas, immédiatement confiance, pour les programmer, et cetera, parce que c'est des objets particuliers qui sont tranchants et qui demandent un risque, une prise de risque. Ouh là là, personne n'est mort, hein, mais Pour l'instant. mais voilà, de pas avoir peur d'aller dans ce de d'aller dans des territoires inconnus, et d'exprimer pleinement sa singularité, et de ne pas se dire, hem: «Pour que ça marche mieux, je vais lisser les choses et les rendre, plus conventionnelles». Parce que je pense, en fait, il faut faire tout l'inverse. Merci Pierre. Merci à toi.